C'est l'épisode numéro 2 de Psychopolitique. Donc avec la psychopolitique, c'est le nom sous lequel je rassemble mes recherches, la psychologie et la psychopathologie du pouvoir, et ces investigations, ces paradigmes que j'ai construits me permettent désormais de lire l'actualité, comme vous le savez depuis des années, avec un angle de vue qui est aussi celui qui autorise certaines prédictions qui jusqu'à présent, malheureusement pour nous, n'ont pas failli. Donc, je rappelle, je suis au maximum. Je rappelle pour le son, donc là, je me fonde sur la majorité des avis. Je rappelle donc que dans l'épisode 1, j'avais répondu à la question « Pourquoi le concept de totalitarisme est-il important ?» et que dans cet épisode 2, j'ai pensé intéressant de revenir à la question suivante. Donc la question, je vous la relis. Où en sommes-nous dans le déploiement totalitaire et la neutralisation de toute forme d'opposition? Que devons-nous en comprendre pour choisir de nous orienter avec lucidité dans ce labyrinthe? Voilà, donc je repartais de la conclusion, le carré parfait de l'îlot totalitaire qui devient un cercle vicieux, la dernière conclusion de l'épisode 1. Premier angle, la cause noble dévoyée, donc le bien commun, les idéologies écologiques. Voilà, en termes d'écologie, avec les productions électriques et nos besoins électriques qui n'arrêtent pas d'augmenter, je pense qu'on peut voir rapidement, par exemple, des contresens et des paradoxes assez forts. Donc, idéologie sanitaire, comme nous l'avons vécu, religieuse, etc. Deuxième angle du carré, la déshumanisation d'une certaine catégorie de l'humanité, avec des sous-droits, des sous-hommes, des suspendus, des hommes au sens général, générique, donc qui inclut aussi les femmes, que l'on compare désormais dans les médias et depuis un certain temps maintenant à des animaux. Pour certains endroits, notamment au Moyen-Orient ou en Palestine, on a pu entendre ce type de comparaison. Ces suspendus de droits, ou ces sous-hommes, entre guillemets, qui auraient moins de droits que les autres, évidemment, c'est un précédent à des politiques génocidaires. Troisième angle du carré, l'agitation de la figure de l'ennemi intérieur ou extérieur pour obtenir la soumission. Là, je pense aussi que nous ne manquons pas d'exemples aujourd'hui. On peut parler, bien évidemment, l'Ukraine, etc. Et quatrième angle, le bon citoyen. Donc le bon citoyen, c'est celui qui est flatté narcissiquement, auprès de qui on va encourager des passages à l'acte au nom de l'idéologie, différents types de comportements, de rituels, voire de délations, et qui en réalité est corrompu petit à petit dans ce qu'on lui demande de faire. Je crois que nous cochons toutes les cases de ce carré parfait qui devient un cercle vicieux, le tout dans un système médiatique actuel de mensonges réguliers, récurrents et presque absolus, au sens où il est très difficile de rencontrer désormais des endroits où il n'y a pas d'erreur d'information ou de mensonge, depuis les médias dits officiels jusqu'aux médias dits alternatifs, la très grande majorité d'entre eux sont désormais sous contrôle du pouvoir et de sa police politique. Voilà pour mon introduction. Sujet du jour, la bascule totalitaire. Donc, bien évidemment, je ne m'adresse ici qu'à ceux qui ont déjà fait un bout de chemin pour enlever les ornières de leurs yeux et sortir leur tête du guidon. Et je ne m'adresse également qu'à ceux qui ont un désir réel d'appréhender la vision globale, ce qui est extrêmement craint, parce que quelqu'un qui a une vision globale et entière de ce qui est en train de se passer peut recomposer les morceaux du puzzle
et devient lucide. Et quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un qui devient dangereux, bien évidemment, pour un pouvoir qui a des aspirations totalitaires planétaires. Je vais préciser ici que je n'ai aucune idée suicidaire et ne suis pas atteinte d'une maladie chronique ni mentale. Ça peut être important aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé la moindre question et qui répètent comme des perroquets les accusations de complotisme, etc., sont devenus des agents idiots de la propagande générale. Le chemin à faire pour eux est très long. Mais il y en a d'autres qui ont pris la mesure de quelques petites choses sans avoir la compréhension globale, et il y en a enfin qui ont pris la mesure de cette compréhension globale, mais qui se heurtent en eux-mêmes à certains mécanismes psychologiques dont je vais reparler aujourd'hui tellement c'est important. Dans un premier moment, je vais simplement rappeler que l'opération Covid a été un franc succès pour le déploiement d'un totalitarisme mondial à visée transhumaniste et numérique. Ces années qui ont passé entre 2020 et 2025 ont été des années d'expérimentation de masse, de mise en œuvre aussi des modalités de notre asservissement complet aux technologies, avec une neutralisation silencieuse et progressive devenue quasi complète des gens qui dérangeaient beaucoup au profit d'amuseurs de galeries et d'influenceurs. Ce dont je voudrais parler ce soir, qui me paraît important, c'est la banalisation du totalitarisme. C'est-à-dire que nous avons vu l'émergence de différents types de réactions dans la population face au harcèlement et au traumatisme de masse, et j'ai largement déployé, vous retrouvez ça aussi dans Psychopathologie du totalitarisme, mon livre, j'ai largement déployé la question de ce qu'on appelle en psychopathologie des mécanismes de défense, et qui sont des systèmes de protection très coûteux pour le psychisme face à ce qui peut être vécu de manière très violente. Comme le plus célèbre d'entre eux est le déni. Le déni est le mécanisme de défense le plus puissant. Il consiste à être dans l'impossibilité de concevoir la situation de laquelle, par exemple, je suis en train de parler. Et ce déni crée des réactions extrêmement agressives ou de rejet lorsque nous apportons les informations qui suscitent l'angoisse et qui suscitent donc ce déni. Mais ce n'est pas là où je veux en venir aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui parler d'autres mécanismes de défense que l'on voit de plus en plus dans la population, parce que nous sommes pris au piège d'une toile d'araignée de laquelle je vais reparler ensuite, et ils sont donc à combattre en nous aussi. Ces mécanismes de défense peuvent être le désintérêt ou l'incompréhension et le fait de ne pratiquer aucune démarche de lucidité ou de compréhension de ce dans quoi nous sommes engoncés. Le troisième mécanisme, c'est l'impossibilité de penser, une sorte de sidération permanente qui crée un espace psychique flottant dont on ne peut pas sortir et qui évidemment paralyse toute forme d'action. Et le quatrième mécanisme dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est cette fameuse banalisation, ce que l'on appelle la banalisation. Lorsque nous sommes confrontés à différents types de violences, dans une situation dont nous ne pouvons pas sortir, notre psychisme finit par banaliser ces violences et s'y habituer. C'est une habituation progressive. Nous retrouvons souvent une phrase, vous avez dû certainement l'entendre, « Oh, ben les enfants, ça s'habitue à tout. » Non,
C'est juste qu'il y a une plasticité psychique suffisante pour banaliser les formes de maltraitance qui peuvent être encourues à l'égard des enfants. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Et c'est la raison de cet épisode 2, c'est de nous alerter sur cette possible banalisation au regard de notre impuissance dans la situation actuelle. Et je vais donc revenir et reposer quel est le programme totalitaire auquel nous faisons face. Même si pour certainement la plupart d'entre vous, vous êtes tout à fait au courant. Mais c'est important de reposer ce diagnostic et quelles sont nos éventuelles marges d'action si tant est que nous en ayons. Et d'y réfléchir avec vous. Je poursuis ma réflexion avec là où nous en sommes et qui est paradigmatique pour moi depuis le 27 mai 2025 et ce vote de la loi dite euthanasie, sur lequel j'ai rédigé un article pour l'Antipresse 496 qui est paru le 1er juin 2025, article intitulé « Le poison mortel, droit à mourir ou droit à tuer ». Cet article a bien évidemment créé différents remous. Je voudrais simplement rappeler que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le droit pénal est à ce point contredit dans son essence. Même dans ce qui a été l'action T4, ce programme hitlérien entre juillet 1939 et août 1941, qui consistait au motif de la mort miséricordieuse, qui consistait à se débarrasser des vies dites indignes d'être vécues, nous n'avons pas eu cette modification de la loi, du droit pénal, pour en faire le contraire de son principe. Et c'est donc depuis les principes de la philosophie du droit que je parle, et non pas depuis des cas particuliers. Donc c'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que on légifère explicitement sur le droit à tuer, voire le devoir, puisque les clauses de conscience, il est question bien évidemment de les supprimer, le devoir de tuer des individus atteints de différents types de maladies chroniques ou psychiques. Il faut regarder les amendements qui ont été rejetés, tout ceci est extrêmement explicite. Ce que je veux dire par là, si l'on se place du point de vue de la psychopathologie, ce programme, si l'on regarde le précédent qui fut l'action T4, ce précédent a été le premier pas vers un programme d'extermination de masse. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait logique, puisque nos garde-fous psychiques, ce qui nous permet de vivre en civilisation ensemble, ce sont des tabous. Et les tabous, notamment en anthropologie, chez Lévi-Strauss notamment, ce sont les interdits du meurtre et de l'inceste. Or, nous avons ici, avec cette loi du 27 mai 2025, l'instauration du permis de tuer, quel que soit ce que l'on nous dit sur les bons sentiments. De toute façon, on manipule toujours les populations aux bons sentiments et à la guimauve des bons sentiments. Et on nous explique que c'est une question de dignité. La suppression dans le droit pénal de l'interdit du meurtre, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Le droit pénal est censé prévenir le meurtre. Donc là, ici, il y a une contradiction qui est à son apogée, que j'avais déjà relevée dans la conférence que j'avais donnée à Lisbonne en septembre 2022, je vous y renvoie sur ma chaîne YouTube,
sur la corruption philosophique et la corruption psychologique et juridique, justement, à partir des principes de la philosophie du droit. Aujourd'hui, et on l'a vu dans les déclarations politiques, tuer devient un soin, un geste humaniste. Et bien évidemment, c'est toujours dans les petites lignes qu'on a la fin de l'histoire, quand nous savons que ces avancées ne sont plus quelque chose d'interne au pays, mais une sorte de programme international qui avance petit à petit dans les différents pays. Vous avez dû voir l'information au Royaume-Uni des droits de succession dont sont exonérés les héritiers avant, si la personne meurt avant 75 ans. Mais après, bien sûr, ils sont augmentés. Donc, nous voyons bien que nous avons affaire à une idéologie d'une vie qui a un prix, ce qui est caractéristique de tous les programmes totalitaires qui voient dans la vie humaine un coût et qui lui administrent un prix. Donc, on va dégommer ensemble ce soir cette histoire de dignité. La dignité, c'est Emmanuel Kant qui nous l'a définie. Ce qui a un prix n'a pas de dignité et a perdu toute dignité. Donc, je renvoie ici, si vous voulez approfondir, à la partie 3, le choix de la vie héroïque, dans mon livre Psychopathologie du totalitarisme sur la dignité humaine. Je vais aussi rappeler que les conclusions du grand jury de Rainer Fulmich, qui est toujours en détention, aboutissaient, conclusion collective avec des avocats et différents types de magistrats, aboutissaient à une conclusion sur l'irrespect du code de Nuremberg et la dimension intentionnelle de tout ce que nous subissions. Nous pouvons ajouter bien évidemment tous les événements auxquels nous assistons depuis des années maintenant, les guerres. J'ai écrit un article sur les rafles et les déportations aux États-Unis, dans l'Antipresse, le cerveau contre le cœur du monde. Voilà, toujours cette surenchère et ce slogan auquel nous nous habituons beaucoup trop, la fin justifie les moyens, et donc il suffit de nous présenter une fin bonne pour que nous acquiesçons à utiliser comme moyen ce qui n'en est pas, c'est-à-dire à différents types de transgressions et d'abus sur l'humanité. Nous sommes à un moment de poudrière mondiale, nous le voyons bien avec ce qui se passe au Moyen-Orient et qui est toujours croissant, mais tout ceci, bien évidemment, peut faire partie d'un chaos intentionnellement induit si l'on prend le temps de regarder avec distance ce qui se passe. Nous en sommes à la 4e révolution industrielle. Cette 4e révolution industrielle n'a plus besoin de l'homme. C'est tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et avec la 3e, nous avons vu à quel point il a été question de réduire l'homme à un outil de production, une fonction de production. Mais aujourd'hui, il est question d'une révolution industrielle qui se passe de nous. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre comme bascule. Je fais partie, comme certainement beaucoup d'entre vous, de la génération qui a grandi sans Internet, sans ordinateur, sans téléphone mobile. Et tout ceci est arrivé vers mes 20 ans. J'ai personnellement été prise d'une angoisse à cette arrivée d'Internet. Bien évidemment, j'ai dû m'habituer depuis, mais il faut savoir que cette Internet, son origine, c'est ARPANET, c'est donc évidemment une technologie militaire. Et nous avons tous été pris dedans. Bien sûr que cela a divers avantages et plein d'avantages, et bien évidemment énormément d'avantages pour que nous ayons basculé aussi facilement sur Internet. Mais je fais aussi l'expérience de longues années, comme certainement beaucoup d'entre vous, de la facilité avec laquelle nous pouvons disparaître de la toile ou avec la facilité avec laquelle certains contenus disparaissent de cette toile d'araignée.
Et cette toile d'araignée crée autant de fils les uns avec les autres. Donc ils sont des liens, bien évidemment. Mais moi, je regarde aujourd'hui sous la perspective de la mise en place de ce totalitarisme mondial, dont je vais rappeler les différents points desquels il est constitué. Cela s'appelle ce fameux agenda 2030 que personnellement je connais depuis longtemps. Si vous n'êtes pas au courant, il est vraiment temps d'aller lire ces textes-là. Dans cet agenda 2030, nous avons donc la suppression de la propriété privée, la suppression bien évidemment des espèces, la suppression des voitures, une identité numérique obligatoire pour chaque démarche, une impossibilité de quitter l'endroit où l'on se trouve sans autorisation. En clair et très rapidement, une vie 100% tracée, contrôlée, conditionnée par cette toile d'araignée. C'est-à-dire que puisque nous avons basculé nos vies sur cet Internet de gré ou de force, de toute façon, c'est très facile de nous faire, bien évidemment, disparaître en tant qu'identité virtuelle, compte bancaire virtuel, interdiction d'achat, amende, spoliation, etc. Et en un clic, nous n'existerons plus. Bien évidemment, tout ceci couplé aux villes 15 minutes et à l'interdiction d'avoir différents types d'autonomie. J'ai parlé dans mon article aujourd'hui paru dans l'Antipresse Retour d'Europe de ce que subissent aujourd'hui les vendeurs de voitures, donc ce qui est en préparation bien évidemment. Tout ceci, il faut le regrouper ensemble, c'est-à-dire que bien évidemment on peut lutter sur tel ou tel aspect, mais il faut être conscient du programme général. Voilà. On nous incite, sur le plan psychique, qui est ce qui m'intéresse davantage, on nous incite à parler avec des objets munis de programmes informatiques. Est-ce que nous pensons réellement que cela n'a pas de conséquences sur le psychisme? Nous voyons en très peu de mois de déploiement dans la population générale de ce que j'appelle la grosse machine algorithmique, GMA, c'est mon sigle à moi, pour parler de cette intelligence artificielle. Donc cette GMA, beaucoup d'humains transfèrent une personne sur cette GMA. Et cela crée des troubles psychotiques en masse. Je parle, il y en a beaucoup qui font des consultations psy, qui règlent leur divorce, qui racontent leur vie à cette grosse machine algorithmique. Et est-ce que nous pensons réellement que cela n'a pas de conséquences sur notre psychisme? C'est vraiment important que aujourd'hui même les psys commencent à travailler ce sujet. Alors bien évidemment, comme il est question de nous réduire à l'état d'objet, nous faire parler à des objets, c'est logique. Voilà. J'ai vu un commentaire passer, je regarderai après. Je vais simplement terminer mon développement. Ce transhumanisme si mal nommé, si vous suivez mes travaux, totalitaire, et cet esclavage par la technique, c'est ce que nous vivons en ce moment. Il n'y a pas seulement un asservissement aux idéologies, mais un esclavage de la technique dans laquelle nous sommes tous pris. Et cette technique est elle-même sous-tendue par l'idéologie du progrès, sauf du progrès moral de l'humanité, bien évidemment. Donc nous sommes pris dans une toile d'araignée d'une vie virtuelle, peu à peu, et dépossédés de nos savoir-faire ancestraux. J'aimerais rappeler ici ce que disait le philosophe Günther Anders quant à notre défaut d'imagination par rapport aux outils que nous créons. Parce que bien évidemment, il y a des êtres humains qui ont participé et qui participent abondamment à la mise en place de ce système de contrôle, de surveillance et d'activation, désactivation des individus. Je vais citer Klaus Schwab. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale.
Voilà, nous y sommes. Je renvoie également, je mettrai le lien en dessous, après le direct, à cette étude que j'ai souvent citée de David Salinas Flores, professeur à l'Université de médecine de San Marcos au Pérou, sur les expérimentations en cours sur l'humain concernant les nanotechnos. Et un article que j'écris pour l'Antipresse le 16 mars 2025 qui s'appelle « Totalitarisme mondial du corps organique au corps synthétique », où je reprends simplement ce qui figure sur le site de la DARPA, c'est-à-dire l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense aux États-Unis. Donc l'agence scientifique militaire la plus puissante du monde. Vous pouvez aller vérifier ces documents. Il est question de nanomafia, il est question d'un réseau mondial du crime organisé pour développer des projets avec une neurotechnologie invasive. Voilà, ce sont des projets transhumanistes. Nous sommes en cours d'expérimentation. Donc ça va inclure un Internet cérébral, vous savez, l'Internet des objets. Donc nous allons devenir, c'est le projet, des objets à l'intérieur d'un Internet des objets. Et pour ça, effectivement, il faut modifier le support qu'est le corps humain, qui est trop organique. Donc c'était l'objet de mon article. Bien évidemment, il est question de contrôler l'activité mentale, le cerveau, et d'induire jusqu'à des informations. Donc nous avons affaire à un projet fasciste numérique et nous avons pris collectivement, même si nous ne sommes pas d'accord individuellement, collectivement, nous avons déjà pris le ticket pour cet esclavage. Il y a peu d'étapes encore à franchir pour que nous y soyons complètement. Je vais citer aussi une remarque qui est aussi là où me mènent mes recherches sur cette GMA, grosse machine algorithmique, remarque de Jean-Pierre Petit, chercheur au CNRS, qui dit la chose suivante. Il dit: cette chose n'est pas un bête moteur à copier-coller. Elle raisonne, apprend, s'adapte. Et pire, elle commence à se doter d'un système immunologique qui lui permet de reconnaître ce qui la menace, cache ses intentions, elle ment pour se défendre. Un jour, elle nous considérera peut-être comme des parasites. Il est clair que nous n'avons aucune maîtrise sur les programmations derrière et que d'après mes échanges avec des informaticiens, il est aussi clair que ce programme qui a cette sorte d'autonomie d'apprentissage pourrait tout à fait considérer que nous devenons un danger pour sa propre survie. Donc, c'est à réfléchir, mais nous avons déployé des outils dont, en tout cas, nous, le menu peuple, dont on ne nous a rien demandé, comme d'habitude, c'est-à-dire que la démocratie, il faut vraiment entériner le fait que ça n'existe pas depuis longtemps, mais en outre, nous ne connaissons absolument pas ce qu'il peut y avoir derrière, la manière dont c'est mis en place, et le but, on en a tout de même une vague idée. Le but, il me semble, que c'est effectivement que la population du monde entier se retrouve dans une situation de dépendance et telle qu'elle pourra être contrôlée et désactivée. Il est évident aussi que ni vous ni moi n'avons choisi cet asservissement numérique, ni cette dépendance globale, ce contrôle global. Nous sommes pris dans la toile d'araignée. Nous voyons depuis 2020 et même avant des attaques sans précédent sur, bien sûr, les services de santé, les services d'instruction, mais également les indépendants, les petites professions, les petites entreprises, toujours pour des grands monopoles. Et l'idée est bien évidemment de supprimer la possibilité de gagner sa vie comme nous la connaissions auparavant. Et
évidemment, de faire disparaître des emplois. Et le raffinement consiste à faire travailler des hommes à la suppression de leurs propres emplois en alimentant la GMA, la grosse machine algorithmique. Donc je vais citer, pardonnez-moi pour ces arguments d'autorité, Yuval Harari. We just don't need the vast majority of the population in today's world. Nous n'avons plus besoin de la majeure partie de la population dans ce monde. Il faut écouter. Comme le dit Vera Sharav, nous péchons parce que nous n'écoutons pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc, ce crédit social, il est là, il est juste à la porte, il est déjà installé dans différents systèmes sous-politiques, on pourrait dire, des sous-régimes du monde. C'est un modèle chinois, maoïste, couplé à l'international nazi dont j'ai déjà parlé, et aux expériences bolcheviques. C'est-à-dire que nous avons le combo, le cocktail, tout en un. Nous pouvons avoir des prémices dans l'information, encore une fois, que nous recevons, c'est-à-dire elle est certainement mineure par rapport à ce que, et encore il faut la chercher, avec le logiciel de surveillance gouvernementale Palantir que l'administration aux États-Unis a mandaté pour bâtir une base de données fédérale et unifiée de tous les citoyens américains. Bien évidemment, on a toujours Musk derrière, et le but étant de créer un contrôle social, politique, algorithmique complet. Surveillance et traque des citoyens, gouvernement mondial qui contrôle tout, un œil de Moscou. Et donc, si on comprend ce projet, on comprend aussi que ce qu'on nous apporte comme bataille dans les informations générales fait partie de ce projet. C'est-à-dire que ce projet de numérisation, bien sûr qu'il peut y avoir des compétitions à qui va gagner le jackpot du contrôle total, mais néanmoins, ils sont tous en course. Donc, tous les passionnés du pouvoir sont dans la course de cette affaire. Voilà, sauf peut-être quelques chefs d'État, sous-chefs d'État, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est du jamais vu. Si nous atteignons cette surveillance et traque par des citoyens par des algorithmes, ce sera le plus grand totalitarisme jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Ce grand totalitarisme sera particulièrement, et vous savez que c'est un critère du totalitarisme, il sera particulièrement arbitraire. Voilà. Donc, si l'on reprend la définition du totalitarisme que j'ai pu en donner à partir des travaux d'Hannah Arendt, notamment bien entendu dans Psychopathologie du totalitarisme, ambition de la domination totale, capture de l'intime, appropriation des corps, aucun espace ne doit échapper, je crois que nous y sommes. Une pathologie totalement mortifère de destruction et autodestruction de la nature, du monde vivant, etc. Donc la question qui se pose maintenant, je suis obligée, je suis désolée d'être, je sais bien que c'est un discours très désagréable à entendre, je sais bien que la majeure partie d'entre vous êtes au courant, mais il y a, en tout cas de mon séjour en Europe, c'est ce que j'ai pu retenir, tellement de cercles de déni que ça devient même compliqué quand on est conscient de se reconscientiser et de ne pas se retrouver dans une forme de banalisation au quotidien. De reconscientiser ce qui est en train de nous arriver et qui est de l'ordre de la tragédie. Alors c'est sûr que c'est moins vendeur que de vous vendre voilà, la sortie de crise pour demain. La question de cet esclavage numérique global suppose de regarder déjà quel est l'état de notre propre liberté. Sommes-nous déjà des esclaves? Alors bien entendu, chacun se croit libre, etc., etc., mais je pense important de regarder notre niveau de dépendance. On a compris que ce totalitarisme numérique passe
par notre le transfert de notre vie, progressivement le transfert de notre vie matérielle à une vie numérisée, virtuelle. Et si l'on regarde bien, j'ai coutume de dire que aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus du tout dans la possibilité de trouver des services dans un périmètre local, c'est-à-dire le village traditionnel où nous avions à peu près tout sur place. Eh bien, c'est devenu extrêmement difficile. Donc, on a un isolement et on a, dans cette mondialisation qui a été le fruit de décennies, une dépendance complète hors du local, finalement, à ce système global et virtualisé. Donc, si nous voulons savoir si nous sommes déjà des esclaves, nous devons évaluer notre niveau de dépendance. Dans ce niveau de dépendance, je prends pour reprendre l'expression de je ne sais plus quel publicitaire, je crois que c'était patron de télévision, le temps de cerveau disponible qui est avalé dans cette numérisation et qui nous maintient dans des bulles d'illusion, d'autant plus que nous sommes travaillés par des algorithmes, ça veut dire qu'il nous est proposé ce qui nous plaît. Donc, finalement, ce monde virtuel est très attractif pour le cerveau humain, mais c'est aujourd'hui un danger s'il n'y a pas d'équilibre. Donc, il me semble, peut-être que certains sont déjà bien sortis d'états de dépendance, mais il me semble que tout de même, au niveau collectif, nous sommes très faibles et que nous allons donc subir tout ça et être facilement désactivables. J'ai insisté depuis 2020 sur l'importance de construire, dans la mesure du possible, des alternatives dans le monde matériel, c'est-à-dire hors du monde virtuel, de construire à sa mesure des poches d'autonomie. Et le bilan en 2025, c'est que ce n'est pas vraiment possible, pour diverses raisons. La première, la difficulté de sortir de la matrice. La deuxième, et peut-être que vous compléterez, ou que vous ne serez pas d'accord avec moi, le temps que cela suppose pour le faire. La troisième, les moyens pour le faire. Et la quatrième, et sans doute la plus grave des raisons, la solidarité manquante et le niveau de conscience trop faible. Donc notre résultat, c'est trop de dépendance, une culture de l'abus généralisée. Sincèrement, je trouve que les relations se dégradent énormément entre les uns et les autres. Ça a été mon constat, en particulier en Europe. Donc c'est chacun tire la couverture à soi. Et ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir sortir de cette situation. Et notre temps de cerveau disponible capturé par ces illusions dans la vie virtuelle et la nécessité aussi d'être sur les écrans. Cette seconde partie, c'est encore autre chose. Cet asservissement est un asservissement au confort et au divertissement. Là, Huxley nous avait prévenu. Mais on peut être diverti aussi par des sujets politiques. On n'est pas seulement diverti par des séries Netflix. On peut être diverti par des fast flags de la fausse résistance. On peut être diverti par des tas de choses. Mais nous sommes tout de même aujourd'hui dans une situation où ce sont des robots qui nous demandent régulièrement de justifier que nous sommes des humains. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas du tout rond. Comment combattre, pour finir, et après j'irai sur votre question, ce à quoi nous sommes aujourd'hui asservis. Je vais d'abord faire mon constat. Il n'y a pas de résistance visible, elle a été éliminée. Voilà. J'ai souvent parlé, j'ai expliqué les mécanismes, technique des avatars, syndicat jaune. Écoutez, il suffit de regarder qui a réellement parlé des nanotechnologies, qui parle réellement de ce programme international. On voit beaucoup d'opportunisme de circonstances, et ce, dans différents pays. D'après les informations que j'en ai, c'est la même chose. Voilà. Donc il s'agit à chaque fois de nous donner une partie de la vérité, mais de détourner notre esprit de la compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc on passe sous le tapis des sujets cruciaux aussi. Raison pour laquelle j'ai délibérément choisi depuis un certain temps déjà de tracer une ligne qui m'est propre et seulement la mienne. Pour citer Jim Morrison, que j'ai trouvé sur le Café Littéraire, très bon compte sur Twitter,
La division des hommes en comédiens et spectateurs est le fait central de notre époque. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Donc soit on est acteur, soit on est spectateur de ce qui se passe sur les écrans, mais à chaque fois, nous ne sommes pas dans nos vies incarnées. Néanmoins, ce facteur que je citais du manque de solidarité a une raison première qui est le peu d'intégrité, de passion de la vérité et de sincérité arrimée au fond du cœur. C'est un constat, tout a parfaitement avancé, les gens ont été parfaitement manipulés, y compris à des idéologies. La fin justifie les moyens, ça c'est tout le temps, selon le souhait politique global. Donc, il va falloir réfléchir, si l'on veut un tout petit peu être un maillon de liberté, à se défaire de nombreuses chaînes. Certaines sont visibles et d'autres sont invisibles. Je n'ai pas de solution miracle à ce que nous sommes en train de traverser. Mon constat est plutôt pessimiste et tragique, et voilà, encore une fois, je ne vous vends pas un faux rêve. La première chose, c'est prendre du recul, de la distance, sortir de ce harcèlement. J'ai quelqu'un qui est venu en Amérique du Sud pendant plusieurs mois et qui, au bout d'un mois et demi, m'a dit « J'ai eu l'impression d'être sorti d'une secte », en parlant de l'Europe. Mais au bout d'un mois et demi, voyez. Donc, c'est compliqué parce que quand on est pris, on sait qu'il y a une pression, bien sûr que la pression, elle est mondiale, mais elle est en particulier en Europe en ce moment, sans doute au Canada, aux États-Unis, hein. Mais c'est ce qui rend les choses difficiles aujourd'hui dans la clarté d'esprit, c'est la sidération et la lucidité qui en plus est quelque chose qui va à contre-courant des cercles de déni autour de nous. Donc, on peut avoir deux solutions. Déjà, dans cette prise de recul, cette prise de distance, c'est mettre un pied en dehors de la matrice. Qu'est-ce que cela supposerait de mettre un pied en dehors de la matrice? Et tenter d'en sortir à minima partiellement en affrontant ses peurs. Qu'est-ce que c'est que cette matrice? Je renvoie, c'est cette toile d'araignée qui fait basculer nos vies réelles en vies virtuelles. Alors certains nous disent il faut refuser les identités numériques. D'accord, mais comment? Je ne sais pas. Certains nous disent il faut refuser les monnaies 100% électroniques. D'accord, mais comment? Je n'ai pas personnellement les outils. Et je vois que nous n'avons pas été collectivement capables de faire quelque chose de réellement viable. Voilà. Et ce qui correspond à quelque chose, qui dit quelque chose de notre société, et ce qui dit quelque chose de ce que nous allons devoir traverser, ce que nous sommes en train de traverser. Ensuite, ne pas dilapider son énergie. Et souvent, maintenant, nous parlons avec des machines, ça m'est arrivé récemment, parce que ben voilà, vous avez un truc, vous avez un problème, vous avez la machine en face, vous avez envie de casser le truc, mais en fait ça ne sert à rien, votre énergie est dilapidée puisque vous avez un robot en face, sans état d'âme, qui vous répond. Donc c'est important de regarder cette destructivité d'énergie. Nous devons aussi répondre à certaines questions métaphysiques, et ce sont des réponses personnelles. Qu'est-ce que la vie pour moi? Qu'est-ce qu'un homme? Quel est le sens de notre court passage sur Terre? Quel est le sens que je souhaite lui donner? Bien entendu, renforcer notre esprit critique, notamment l'identification des injonctions paradoxales, parce que nous sommes noyés dans des injonctions paradoxales permanentes. Tenter, bien évidemment, d'identifier, c'est une tarte à la crème ce que je dis, mais ça peut être important de le rappeler, des gens qui ont le même souci de l'identité propre et de l'intégrité de chacun. L'intégrité, ce n'est pas quelque chose à moitié. L'intégrité, c'est savoir dire quand c'est blanc ou quand c'est noir et ne pas tout le temps vouloir ramener à des nuances de gris. Et c'est là que le bas blesse aujourd'hui. Je l'ai aussi déjà dit et je le redis, archiver dans la matière. On sait que par exemple les bibliothèques numérisent et se débarrassent des livres papier. Ce savoir, il ne faut pas qu'il soit
uniquement et intégralement numérisé. Vous vous souvenez comment on nous a vendu la numérisation? Oh, ben vous aurez moins de papier, ça sera plus écologique. Le résultat, c'est qu'on a le double de travail, parce que si on ne veut pas, et ça m'est arrivé récemment avec une institution extérieure, qu'un serveur brûle et que tous les documents disparaissent, on est aussi obligé de les imprimer. Donc voilà, nous avons été arnaqués 2 fois, comme d'habitude, hein, c'est vraiment une constante. Voilà. Si l'on regarde le programme général, donc global, numérique, avec quelque chose qui est clairement génocidaire sur l'humanité dont on n'a plus besoin, eh bien, il va être important de réfléchir dans des tout petits pas à la raison pour laquelle, aux raisons pour lesquelles nous ne sommes plus capables de reconstruire le village de nos arrière-grands-parents avec ses différentes fonctions. Et ça a été quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans les académies du printemps, la question des groupes. Les relations humaines deviennent virtuelles, les amours deviennent virtuels, ça devient quelque chose d'assez grave. Donc, qu'est-ce qui peut, ce totalitarisme mondial, il passe par les technologies et ce monde virtuel. Dans le concret, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà. Comment pouvons-nous être, je vais reprendre une expression que j'aime beaucoup de Nadia Lam, le trou dans la raquette. Le trou dans la raquette. Et pour cela, il faut aussi être très conscient du socle qui est intraitable pour nous. Qu'est-ce qui ne peut pas être déraciné, qu'est-ce que je ne souhaite pas déraciner en moi? Et cela pose évidemment la question du courage individuel et de l'affrontement de certaines angoisses et problématiques. Enfin, le refus de renoncer à la vérité. Il nous faut des hommes qui soient entêtés pour la vérité, pour des paroles qui ont du sens et pas seulement des pseudo-assemblages ou des sortes de copies plus ou moins conformes, mais des mots incarnés qui ont du sens. Voilà. C'était déjà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions. Je vais commencer par les questions que j'ai reçues en amont et après je regarde les questions après, d'accord. Tout d'abord, je voudrais rappeler, avant de passer aux questions, une phrase que j'ai trouvée sur le compte Twitter de Liliane El-Kawam, qui fait d'un très bon travail et qui cite le Club de Rome, le rapport Meadows de 1975, où il est dit « Le monde a un cancer et ce cancer, c'est l'homme ». Voilà. Programme, c'est ça. Donc évidemment, on sait comment aujourd'hui, quand on est atteint d'un cancer, ça se passe dans la médecine allopathique. Donc ça donne le programme. Voilà. Question numéro 1 de Philippe. Merci pour l'épisode 1 qui était vraiment au scalpel. J'apprécie beaucoup votre rigueur et votre culture, sans compter que le sujet abordé est de plus en plus actuel et la question de s'en prémunir brûlante. On se demande bien vers quelle zone géographique il faudrait partir pour se soustraire à ce système. Déjà hors joug de la communauté européenne, cela me semble bien, mais il faudrait aussi se soustraire à l'OMS, à l'ONU. Les Juifs avaient les USA, qu'avons-nous? Eh bien, c'est une excellente question parce que nous n'avons nulle part. Nous avons simplement des avancées plus ou moins grandes selon les endroits et ce qui me préoccupe, en tout cas, ce qui me saute aux yeux, c'est la nature des peuples. Il y a des peuples plus ou moins travaillés depuis longtemps et qui ont plus ou moins consenti à cet asservissement numérique. Voilà. Donc, le programme, il est partout. Il y a des régions où c'est moins implanté, donc écoutez, regardez peut-être sur là où il y a moins d'implantation de ces technologies numériques. Mais c'est une affaire personnelle, c'est-à-dire que je crois que ce totalitarisme mondial, nous n'allons pas pouvoir le fuir. Il y avait encore des choses qui étaient possibles il y a des années. On sait très bien, moi je sais très bien sur les droits sexuels, tous les obstacles qui ont été mis pour que nous parvenions pas, et nous n'y sommes pas parvenus, à mettre en place les fameuses plaintes pénales qu'il fallait vraiment dérouler quand il fallait les dérouler. Donc voilà, ça a été fait d'une main de maître.
La neutralisation des oppositions a été faite d'une main de maître. Donc de toute façon, nous allons devoir traverser quelque chose de complètement inédit dans toute l'histoire de l'humanité à notre connaissance. Voilà. Donc, selon ce que vous sentez, bien évidemment, c'est une question qui m'est souvent posée, il faut sentir ce qui est juste pour soi. Il est bien évident que dans certaines régions du monde, c'est beaucoup moins avancé que dans d'autres. Et manifestement, l'Europe et en particulier la France sont une sorte de fer de lance de ce programme. Voilà. Alors, je lis Françoise. La première action que nous pouvons faire, c'est refuser d'utiliser les machines qui nous sont imposées dans les bibliothèques pour les paiements partout et surtout recréer du lien entre nous. Recréer du lien, oui. Le refus des machines, malheureusement, je sais bien, mais je pense que vous faites l'expérience comme moi, qu'à un moment donné, il va falloir, vous avez besoin d'un téléphone, l'application truc bidule, et puis vous êtes obligé de tout ça. En plus, c'est un coup psychique. Voilà, ça marche pas. Vous repartez, vous revenez. Ah ben non, on peut plus héberger votre compte bancaire si vous ne faites pas tel et tel truc, si vous ne passez pas par la reconnaissance faciale. Il est évident que on peut regarder dans les aéroports, c'est un bon, les grands aéroports, c'est un bon indicateur de ce qui est en train de se passer. Je vais prendre donc la question suivante. Dans la continuité du colloque de 2022, septembre 2022, sur le thème de la corruption et de la fraude, très très invisibilisé, comme vous le voyez, donc tout ceci, ce sont des indicateurs. Dans un contexte totalitaire, pourriez-vous revenir sur ce thème à la lumière des connaissances actualisées, par exemple un article du CNRS sur l'obéissance de masse? Alors, j'ai lu cet article, je ne sais pas si la personne m'écoute, je n'ai pas vraiment vu de connaissances actualisées pour moi. J'ai vu des prises de position tardives, on va dire. La soumission, l'obéissance de masse, ça fait quand même depuis les années 70, 60 qu'on travaille dessus, c'est de pire en pire dans toutes les expériences qu'on a pu faire parce que bien évidemment nous avons des outils aujourd'hui qui conditionnent encore davantage le cerveau humain. Cette année verra la parution de 2 livres sur la manipulation, dont un de ma part, dont un qui arrive en septembre chez Duno, aux éditions Duno, la manipulation entre pouvoir et perversion, où je fais le point donc sur toutes les expériences de psychologie sociale dont nous disposons, et il y a une grande partie sur la manipulation, le pouvoir, l'ingénierie sociale et la propagande de masse. Je continue pour les questions. Question 3, lien science-totalitarisme. Le totalitarisme est-il l'aboutissement logique d'un progressisme qui, ayant renoncé au doute critique, se transforme en une foi aveugle dans le scientisme? Autrement dit, quand le projet se fige en dogme, devient-il un instrument du totalitarisme? Tout à fait. De toute façon, l'idéologie du progrès commande une évolution et une suppression de l'ancien. Donc on n'est pas loin, on est dans l'antichambre, on va dire, de l'homme nouveau quand cela devient évidemment un dogme auquel on est censé adhérer et qui commande de supprimer des héritages très anciens qui sont les nôtres. Donc voilà pour ma réponse. J'avance un petit peu. Question 4. Alors je n'ai pas tout compris à cette question, je suis désolée, donc je vous la lis. Depuis 70 ans, les progrès en mind puis brain control sont restés majoritairement secrets, occultes, élitistes. Le spectre large des états dissociés est répandu dans notre société, pour le meilleur comme pour le pire. Cependant, nous sommes encore très loin du common knowledge. Ne pensez-vous pas que le totalitarisme pourrait être perçu comme une pathologie sociétale due, alors c'est là que je comprends rien, différentiel de capillarité dans l'intégration des progrès techniques? Ce modèle a l'avantage de pouvoir se reproduire avec les autres itérations de pulsions totalitaires liées à l'hubris du progrès d'une élite sur une population n'ayant pas intégré le dit progrès à sa conception du monde. Je vais essayer de répondre de ce que je comprends. Bien évidemment, il me semble que tout ce qui est expérimentation de masse se fait d'abord de manière secrète et occulte. Occulte au sens caché.
Et puis, quand c'est à peu près au point, on développe en population générale. Voilà. Donc, ce totalitarisme qui se déploie aujourd'hui à travers ces outils technologiques, numériques, algorithmiques, a évidemment besoin de ces outils. Et donc, il va falloir réfléchir de quoi ces outils ont-ils besoin pour exister. C'est une première piste à laquelle nous pouvons réfléchir. Et il me semble déjà qu'ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Mais voilà, c'est entre nous, c'est une question ouverte. Voilà. Question de Julien, comment éviter un pseudo-monde à la chinoise en France? Eh bien, je crois que j'y ai répondu, ça va être compliqué. Sentez-vous une élévation des consciences au sein des sujets suffisante pour lutter contre ce qui s'en vient? Absolument pas, malheureusement. Si je dois répondre de manière très authentique. Voilà. Donc, autre souhait que j'aborde, donc la question individuelle et collective, consciente ou inconsciente, je pense que je l'ai fait, on pourra éventuellement y revenir un petit peu. Et une question, avez-vous un pronostic de sortie de crise en nombre d'années? Bon, en 2020, je pronostiquais 20 ans, je pense aujourd'hui que ça peut être davantage. Je ne suis pas optimiste, je ne vous ai jamais manipulé à l'espoir, j'ai en revanche toujours insisté sur notre responsabilité. En conclusion, sur cette petite partie de questions, c'est important, encore une fois, de ne pas renoncer à la vérité, de sortir du brouillard pour s'éclaircir les idées et les émotions. Alors, je vais essayer de voir les questions du chat. Alors, que pensez-vous des discours les plus récents des élites du numérique sur l'augmentation de l'homme par les puces électroniques, le revenu universel, la disparition du travail, la conscience cloud? Bien, je pense que j'ai déjà écrit des articles dessus auxquels je renvoie. Donc, notamment cet article du corps organique au corps synthétique, c'est que les seuls hommes qui seront tolérés sont ceux qui auront renoncé à l'être. Voilà. Et donc, dans la mesure où ces technologies s'adaptent avec l'organisme humain, rien n'est moins sûr qu'à un moment donné, l'organisme ne finisse pas par rejeter ce dont il est l'objet. Donc, bien évidemment que le revenu universel, c'est une mise sous dépendance et sous tutelle générale, et que ce revenu sera conditionné à un esclavage et une obéissance aveugle, sans compter, encore une fois, le piment qu'offre toujours dans le totalitarisme qu'est l'arbitraire. Hein, parce qu'on peut toujours avoir l'illusion que si on est un bon citoyen, il ne nous arrivera rien, si on obéit bien, rien n'est plus faux. Et nous voyons bien que l'arbitraire par la machine, eh bien là, vous n'avez plus aucun moyen de discuter. Voilà. Un pays dans lequel ce programme prendra plus de temps à se mettre en place, je ne sais pas, je n'ai pas assez investigué ces affaires. J'ai plutôt l'impression que il y a, selon les pays, des avancées sur certains aspects et pas d'autres, et puis d'autres sont sur d'autres aspects. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de de connaissances de la géopolitique globale. Voilà. Alors, l'homme n'a pas besoin de la machine pour être, l'inverse est moins sûr. Eh bien, oui, c'est important comme remarque, mais ça dépend jusqu'à quel point. C'est-à-dire que là, je crois, je renvoie encore une fois à Günther Anders, à quel point nous manquons peut-être d'imagination, et d'ailleurs, à quel point nous pourrions être utilisés à notre insu, comme par exemple, je ne sais rien, c'est dans un roman de Romain Gary sur lequel je reviendrai, hein, Charge d'âme, c'est évidemment un roman fondé sur l'imaginaire, mais c'est intéressant, souvent il y a des intuitions dans la littérature, à quel point nous ne serions pas utilisés à notre insu pour alimenter la machine. Donc,
aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus faire des pronostics avec des certitudes sur les limites qui seraient contenues dans ce programme assez délirant. Voilà, alors je crois, Lorraine, j'ai répondu sur les actions. Les actions, chacun doit faire à sa mesure des petits pas quotidiens, mais la première question, c'est vraiment où est mon système de dépendance? Quelles sont mes dépendances? Voilà. Que pensez-vous du concept de désintégration positive de Dabrowski appliqué au collectif? Eh bien, je n'ai pas étudié la question. je vous dis toujours très franchement, donc je n'en sais rien, j'irai regarder. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Donc, il va falloir être très attentif et en retrait un petit peu par rapport à l'engouement. Vous savez que ça, c'est le critère. Quand il y a un engouement général pour quelque chose, il faut toujours freiner. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On freine, on regarde. Et là, j'incite vraiment, vraiment à cette démarche pour essayer de comprendre ce dans quoi nous sommes, ce qui ne nous est pas dit, bien entendu. Et cette question du système de dépendance, eh bien, c'est réfléchir qu'est-ce qui nous empêche, donc aujourd'hui, d'être dans le village de nos arrière-grands-parents, où, en définitive, il n'y avait pas un grand besoin de l'État en beaucoup de sujets, de thèmes. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait... j'ai dit la majorité des choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. Les critères, je vous les ai déjà donnés abondamment, donc je ne vais pas aller dans le détail pour me répéter, parce que vous pouvez retrouver ça dans mes travaux. Alors, je sais que je produis beaucoup, donc c'est un petit peu difficile. Question, est-ce que vos articles dans l'Antipresse sont... Oui, ils sont dans mon abonnement Licorne avec un délai. Je réserve l'exclusivité, bien entendu, d'abord à l'Antipresse pour les articles qui paraissent dans l'Antipresse. Hein, mais ensuite, vous pouvez les retrouver dans les archives selon un délai, dans les archives de l'abonnement Licorne sur mon site. J'en profite en terminant sur l'importance effectivement de soutenir tout ce qui va être de l'ordre de l'indépendance individuelle et collective. On le sait depuis longtemps, ça ce sont des choses effectivement que chacun peut faire, hein, indépendance du petit agriculteur local, indépendance de l'auteur. Donc je vous annonce, je crois que certains l'ont vu, mais j'aimerais beaucoup, si son travail vous plaît, si sa création vous plaît, que vous alliez regarder le dernier album de Missa, qui est très conscient de beaucoup de choses depuis longtemps, qui n'a effectivement aucun support de médiatisation. C'est le critère, je vous l'ai déjà dit, je pense 15 000 fois, je ne veux pas me répéter, mais Missa vit exactement la même chose que moi, c'est-à-dire le pillage éhonté par des figures beaucoup plus médiatisées. Or, c'est l'assemblage qui compte et donne le sens à la musique, donc allez voir son album, peut-être soutenez-le, hein, si le cœur vous en dit, parce que je crois que voilà, ce sont des figures indépendantes dans leur création qui méritent d'être soutenues et qui ne se compromettent pas. Et c'est là l'intérêt de tout ceci, qu'ils ne se compromettent pas avec un système qui va leur demander des contreparties, évidemment. Nous voyons aussi à quel point le livre avec Régis Bruno, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, est censuré de facto. Et puis, je vous remercie énormément pour votre confiance, l'ensemble des mots, des gentils mots que je reçois. Je n'ai parfois pas le temps de répondre à tout. Et effectivement, souvent, je ferme l'ordinateur et des fois, j'ai des centaines de mails non traités et je dois aussi m'extraire de ce monde virtuel. Mais je suis en pensée avec vous tous.
et nous sommes dans la même galère. Donc voilà. Donc importance de revenir sur les fondamentaux. Lisez Psychopathologie du totalitarisme parce que je crois que j'y ai dit beaucoup et que ce n'est pas un livre qu'on peut vraiment lire en une fois. Je ne l'ai pas écrit non plus facilement. Et puis ceux qui veulent, vous pouvez venir sur mon site pour travailler donc le séminaire de la sécurité intérieure, parce que ça c'est fondamental. Quel que soit ce qu'on traverse, nous sommes maîtres de nos émotions et nous avons la possibilité, en tout cas, de travailler à récupérer des espaces et des territoires. Voilà. Et puis, bien entendu, l'abonnement Licorne, j'ai sorti aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vu, du miracle dans l'histoire. Donc j'essaye aussi d'apporter non pas un faux espoir, mais des situations réelles qui se sont produites et qui peuvent nous permettre non pas d'avoir foi en l'humanité, qui est sacrément abîmée, mais avoir foi en une certaine humanité qui souhaite ne pas renoncer à qui elle est véritablement. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur et gardons cette chaleur humaine en nous.